Bonjour, mon nom est Frédéric Bout. Dans le cadre d'une série de vidéos réalisées sur le thème Journal d'un directeur financier, je vous présente la gestion externe. En effet, j'occupe actuellement le poste d'auditeur financier d'une collectivité locale de taille moyenne et suis principalement chargé de la gestion externe. Ma mission, qui consiste à auditer l'ensemble des satellites, sociétés d'économie mixte, délégations de services publics ainsi que des associations, s'articule autour de 3 axes. Je préconise des choix de type de financement, accompagne le changement des modes de gestion et contribue à la mise en œuvre des opérations de restructuration. Vous l'aurez compris, la sphère d'action locale est assez vaste et il convient à ce stade d'en délimiter précisément le périmètre. L'objectif de cette vidéo consiste à préciser la mission de l'auditeur financier en collectivité locale tout en présentant les acteurs et les modes de gestion auxquels il est confronté. Les activités d'intérêt général exercées par la collectivité locale se subdivisent en 2 types de services selon que leur exploitation est susceptible ou pas d'être gérée par une entreprise privée. Ainsi, les services publics administratifs, SPA, sont-ils par principe assurés par la collectivité locale. Les services publics industriels et commerciaux, SPIC, sont ceux qui, quant à eux, peuvent faire l'objet d'une gestion privée. Le Code général des collectivités territoriales, CGCT, regroupe en France les dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits des collectivités territoriales. Les SPIC doivent présenter une comptabilité séparée de celle de la collectivité locale, avec nécessité d'appliquer l'une des nomenclatures de type M4. Pour information, l'instruction budgétaire et comptable M14 est le cadre juridique qui réglemente la comptabilité des communes françaises, des syndicats de communes et des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI. Si certains services publics sont obligatoires, d'autres peuvent être créés librement par les collectivités locales et, une fois mis en place, peuvent être exercés soit par la collectivité locale suivant l'un des 3 modes possibles de gestion publique, à savoir la régie directe, la régie à autonomie financière ou bien la régie à personnalité morale, par un établissement public spécialisé prévu à cet effet et qui a des liens financiers bien définis avec la collectivité publique, par un groupement intercommunal à qui la compétence a été déléguée et dont la situation financière interagit forcément avec celle des collectivités qui le constituent, ou enfin par des organisations privées suivant différents modes de délégation, de prestation de services ou bien en mode de gestion à but non lucratif. Pour information, les activités exercées pour le compte de l'État, comme par exemple l'état civil, ou celles qui constituent des pouvoirs de puissance publique, ne peuvent en aucun cas être déléguées. La régie directe recouvre l'ensemble des activités municipales, départementales ou régionales qui ne font pas l'objet d'un démembrement particulier. En régie directe, il y a totale confusion avec la collectivité elle-même. Seuls les services administratifs peuvent normalement donner lieu à l'exercice d'une activité en régie directe. Le budget principal se caractérise par le fait qu'il est le seul concerné par les traditionnelles statistiques financières suivies par le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur. Les régies sans personnalité morale, elles-mêmes, ne sont pas intégrées dans ces calculs. On voit donc toute l'importance d'un regroupement des informations de gestion issues de l'ensemble des secteurs d'action de la collectivité. Lorsque le service public n'est pas directement exercé par la collectivité locale, il peut l'être via l'un de ses établissements publics spécialisés. Les établissements publics spécialisés sont rattachés à une collectivité bien définie, sans être pour autant une régie, dans la mesure où ils exercent une mission spécifique qui impose leur création en tant qu'établissement juridiquement autonome. Les principaux établissements publics spécialisés sont les suivants: le Centre communal d'action sociale, CCAS, le Centre intercommunal d'action sociale, CIAS, la Caisse des écoles,
le service départemental d'incendie et de secours, SDIS, les offices publics de l'habitat, les hôpitaux, les établissements publics locaux d'enseignement, EPLE, qui regroupent les collèges et les lycées, et enfin les caisses de crédit municipal, CCM. Les groupements intercommunaux sont des établissements publics à caractère administratif. Ces organismes de coopération intercommunale ont le monopole d'un ou plusieurs domaines de compétences sur un territoire géographique donné. Ces compétences sont déléguées par les communes de rattachement, lesquelles, en contrepartie, procèdent à des abandons directs ou indirects de recettes auxquels peuvent s'ajouter des ressources propres de nature parafiscale ou tarifaire en fonction des compétences exercées. Le groupement est dit sans fiscalité propre lorsqu'il est financé par les contributions votées par les communes et à fiscalité propre s'il lève ses propres impôts. Les principaux groupements sans fiscalité propre sont les syndicats à vocation unique, SIVU, les syndicats à vocation multiple, SIVOM, et les syndicats mixtes, comme le syndicat mixte ouvert élargi, comprenant des établissements publics tels que les chambres de commerce et d'industrie, CCI. Enfin, les métropoles, communautés urbaines, d'agglomération ou de communes, et les syndicats d'agglomération nouvelles, SAN, représentent les principales formes de groupements intercommunaux à fiscalité propre. Les organismes de statut privé peuvent être des sociétés d'économie mixte, SEM, des sociétés publiques locales, SPL, des sociétés publiques locales d'aménagement, SPLA, ou bien des associations. La SEM est une société anonyme, SA, qui associe à son capital les collectivités locales et les organismes privés. Les collectivités locales peuvent contribuer de 50 à 85% de son actionnariat, les organismes privés contribuant à la part restante. Les SPL et SPLA sont composés de 2 actionnaires ou plus. À la différence des SEM, seules les personnes publiques, autrement dit les collectivités locales elles-mêmes et leurs groupements, peuvent participer au capital de ces sociétés. Enfin, les associations, constituées selon la loi du 1er juillet 1901, perçoivent une part plus ou moins importante de leurs ressources de la part des collectivités locales, selon que leur objet est d'intérêt local ou pas. Les collectivités locales ont la possibilité de confier la gestion d'un service à un tiers avec une plus ou moins grande autonomie, même si elles en gardent toujours le contrôle. Lorsque la collectivité réalise la totalité des investissements et assume l'intégralité des risques financiers du service, elle peut choisir une délégation sous forme de gérance. Le gérant, qui est le prestataire de la collectivité, reçoit une rémunération forfaitaire indépendante des résultats du service. La régie intéressée se distingue de la gérance dans la mesure où le régisseur perçoit une rémunération qui évolue en fonction du résultat de l'activité. Les partenariats publics-privés, PPP, sont qualifiés de contrats hybrides pour les distinguer des contrats de marché ou de délégation. À titre d'illustration, la ville de Nice a confié en 2011 à la société Nice Ecostadium la conception, réalisation, maintenance jusqu'en 2041 d'un stade dénommé Alliance Riviera. Dans le contrat d'affermage, la collectivité locale confie à un tiers appelé fermier la gestion et l'exploitation d'un service public à ses risques et périls. Enfin, la collectivité, en tant qu'autorité concédante, peut dans le cadre d'une concession charger une personne privée, le concessionnaire, de réaliser, financer et exploiter un service et d'assumer la totalité des risques. Le concessionnaire se rémunère alors en prélevant sur les usagers une redevance pour service rendu. Il peut également bénéficier de subventions publiques pour réaliser ses investissements. Les délibérations des SEM font l'objet d'un contrôle de légalité et, le cas échéant, sont soumises à celui de la Chambre régionale des comptes qui peut, en cas de risque financier avéré, obliger la SEM à annuler sa décision et à produire une nouvelle délibération. La collectivité exerce elle-même un contrôle sur la SEM en exigeant la production de comptes détaillés, de pièces justificatives et d'un compte-rendu financier relatif aux conventions.
Elle examine également le rapport spécial annuel relatif à l'exercice des prérogatives de puissance publique, ainsi que le rapport spécial annuel présenté par les représentants de la collectivité auprès de la Société d'économie mixte. Les associations qui ont reçu des concours publics, c'est-à-dire des subventions, sont contrôlées dans les situations suivantes. Les associations qui reçoivent plus de 1 500 € de subventions publiques ou dans lesquelles les collectivités détiennent un pouvoir prépondérant peuvent être contrôlées par la Chambre régionale des comptes. Les associations qui ont bénéficié de plus de 150 000 € de subventions publiques doivent produire des comptes certifiés par un commissaire aux comptes. Et enfin, les associations qui ont reçu plus de 153 000 € de subventions doivent déposer à la préfecture du département où leur siège social est établi, leur budget, leurs comptes et les conventions les liant à leurs financeurs. Vous l'aurez compris, la sphère d'action locale étant assez vaste, il convenait de délimiter son périmètre afin de préciser les champs d'intervention de l'auditeur financier. L'auditeur financier d'une collectivité locale, en charge de la gestion externe, doit prendre connaissance du périmètre, identifier et évaluer les risques des entités, examiner les comptes et pratiquer l'analyse financière, rédiger les rapports d'analyse et notes de synthèse, et le cas échéant, accompagner la mise en œuvre des solutions. J'en ai fini pour cette présentation de la gestion externe. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant vos commentaires. Je vous propose de regarder les vidéos suivantes, toujours sur le thème « Journal d'un directeur financier ». Merci et à bientôt.